Je suis donc géographe et ce qu'on m'a demandé, c'est de vous présenter la vision d'un géographe sur le thème qui est actuellement derrière moi. Un géographe un peu particulier, puisque vous savez qu'il y a plusieurs catégories de géographes. J'étais géographe physicien. Je suis en recherche géographe physicien, c'est-à-dire que j'étudie la géographie des environnements naturels, des milieux naturels, et ma thèse portait sur l'évolution du relief de la Sicile du Nord. De la géomorphologie, c'est presque de la géologie, si vous voulez. Vous savez qu'il y a d'autres types de géographes, beaucoup plus humains, etc. Et j'ai continué des recherches en géographie des environnements méditerranéens dans leur rapport, plus récemment, dans leur rapport avec les sociétés. En deux mots, les villes siciliennes actuellement et méditerranéennes très largement s'étendent peu à peu pour tout un tas de raisons, et elles s'étendent sur ce qui reste au-delà des petites plaines littorales, c'est-à-dire des collines instables ou des fonds de vallées. Inutile de vous dire que ce n'est pas sans créer des problèmes. Donc la question qu'il faut se poser, c'est à la fois quelles sont les dynamiques naturelles géomorphologiques qui conduisent à l'effondrement des versants, des choses comme ça, d'une part, dans laquelle je suis compétent par mes travaux antérieurs, et d'autre part, pourquoi donc des hommes, des sociétés s'installent dans des endroits qu'ils savent dangereux. Vous voyez le genre de réflexion. Et puis, au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de lancer des recherches en didactique de la géographie et didactique de l'approche des phénomènes naturels en géographie. Donc c'est à ce double titre, je crois, qu'on m'a fait intervenir. Alors quand j'ai reçu le titre du colloque et la demande d'intervention, j'avoue que j'ai été perplexe. Quel problème complexe. Tu m'arrêteras à midi et quart, quoi qu'il arrive. Quel problème complexe. Biodiversité, on a vu tout à l'heure que c'était drôlement complexe. Mondialisation, l'économiste n'en a pas parlé spécifiquement, c'était sous-jacent à ses propos, mais quel énorme problème complexe. Quant à développement durable, c'est la complexité au carré ou au cube. Alors j'ai essayé en introduction de me poser la question, et comment moi, géographe, je vais parler de ça. Alors il y a une chose qui m'a rassuré, c'est qu'on peut au moins relier deux choses déjà. Le développement durable, comme vous le savez, c'est l'essai d'établir un équilibre minimal entre trois composantes qui sont interreliées: les activités économiques, le développement, la biodiversité. Donc voilà deux éléments qui sont interreliés et sur lesquels on travaille depuis les années 1970, au fond, dans ces interrelations. Et puis depuis Rio de Janeiro au moins, et puis plus récemment encore beaucoup plus, un troisième élément, établir une équité dans cette génération et par rapport aux générations futures, c'est-à-dire prendre en compte les sociétés et les cultures au sens de civilisation, les aspects civilisationnels. Et on parle de respect de la biodiversité. Vous savez que depuis Johannesburg en 2002, on a inclus l'idée qu'il fallait respecter toutes les civilisations. Il y avait une bioculturalité, en quelque sorte, qu'il faudrait aussi respecter, ce qui pose d'énormes problèmes. Au nom du respect de toutes les cultures, faut-il défendre l'excision parce qu'elle fait partie d'une culture? Faut-il la respecter à tout prix? De même qu'on se pose la question, faut-il respecter tous les moustiques, quand bien même ils nous piquent, etc. etc. Oui. En plus, on introduit le troisième terme. Alors, un processus qui n'est pas nouveau, qui peut dater, selon les auteurs, des grandes découvertes de la colonisation à partir du XVIe siècle, ou même plus tardivement encore, mais qui prend une forme particulièrement virulente depuis plusieurs décennies. Un processus qui, en fait, en résumant très vite et dans une optique géographique, se traduit par la mise en rapport de tous les lieux dans un système global dirigé par quelques centres capitalistes, pour aller vite. Et ce processus, ce qui est intéressant par rapport à notre propos, c'est qu'il affecte les activités économiques, il en est issu, et il affecte en même temps les activités économiques, il affecte la biodiversité, et ça va être ce que je vais essayer de vous rappeler très rapidement, et puis il affecte, et il est en même temps la conséquence de l'évolution des sociétés, des cultures, etc.,
dont la plupart ne se considèrent plus comme autonomes, autarciques, mais au contraire liés à l'ensemble du monde avec des degrés d'ouverture et de fermeture selon justement ces aspects culturels. Alors par rapport à tous ces systèmes de réflexion que je mettais en place, les géographes ne sont pas compétents tellement sur la biodiversité. Il y a un sous-groupe de géographes qui pourrait l'être, c'est ce qu'on appelle les biogéographes. Les biogéographes étudient la répartition des espèces et leur évolution. Et il se trouve que hier soir, pour passer entre 11h30 et minuit et demi un peu de temps, je dois rendre un compte-rendu sur un projet d'article, je suis référé de certaines revues, et ça s'appelle « La maîtrise des populations des grands ongulés dans les espaces naturels protégés ». Les grands ongulés, ça peut aller des cerfs jusqu'aux sangliers, etc. Et, dans les espaces naturels protégés, enjeu territorial pour les hommes ou enjeu pour les animaux. Voyez la problématique qui est posée. Et l'auteur a fait des comptages, a fait des mesures, etc., d'animaux, ou plutôt il a réutilisé des données de comptage, etc. Mais cette approche-là de la biodiversité d'une façon très concrète, elle est rare chez les géographes en dehors de quelques biogéographes, parce que ce n'est pas notre entrée privilégiée. Notre entrée privilégiée, ça ne vous étonnera pas, c'est l'entrée par les espaces. Et au fond, ce que j'entendais tout à l'heure de mon collègue et de mon autre collègue, il y avait des aspects spatiaux, il y avait même de très belles cartes de l'empreinte écologique, etc. Et nous entrons par les espaces. Alors vous voyez qu'il y a en fait trois termes. On peut entrer en tant que géographe par les espaces, par les milieux ou par les territoires, et puis il y a même un terme géosystème. En deux mots, la différence entre l'un et l'autre. Un espace, c'est une notion abstraite, c'est une portion de la surface de la Terre sur laquelle joue un certain nombre de forces. Et ça donne lieu à une sous-géographie qu'on appelle l'analyse spatiale, où il y a des pôles, des axes, des périphéries, vous voyez, une mécanique en quelque sorte un peu modélisante. Bien. Qui nous apprend beaucoup de choses et qui a été très développée en géographie par l'école de Roger Brunet dans les années 80-90. Traditionnellement, en géographie, on est aussi entré par les milieux. Avec une petite nuance par rapport aux écologistes ou aux SVT, c'est que pour nous, milieu, il est bien entendu que c'est des milieux anthropisés, toujours. Car à la surface de la Terre, et mon collègue l'a rappelé aussi, il reste peu de milieux qui n'aient pas été anthropisés, au moins par la qualité de l'air global. Donc tout ce dans quoi les hommes vivent au milieu. Et puis enfin, territoire. Alors territoire ajoute aux deux termes précédents l'idée d'appropriation à la fois physique. Un territoire, c'est ce qu'un animal d'ailleurs, ou un groupe social s'est approprié à le délimiter d'une façon plus ou moins nette, etc., et que du coup il est prêt à défendre. Un territoire, ça se défend, personne n'est jamais mort pour la défense d'un espace, ou d'un milieu peut-être, je ne pense pas. En revanche, on est prêt à mourir pour défendre son territoire. 1914 et d'autres. Et puis, territoire introduit aussi la notion de gestion. Comme c'est une portion de la surface de la Terre qu'on s'est appropriée, on la gère, on l'administre plus ou moins bien, on la dégrade, on la protège, etc. Et aussi, territoire, c'est une portion d'espace à laquelle on est lié affectivement, soit négativement, soit positivement. C'est une portion d'espace qui nous dit quelque chose. Et on retrouve là toute l'épaisseur sociale et culturelle, en quelque sorte, à laquelle les géographes d'aujourd'hui sont très attachés. On retrouve là, il y a peut-être des historiens même dans la salle, on retrouve là toute l'épaisseur historique, car un territoire a une histoire, un milieu aussi, certes, mais un territoire a une histoire socialement située. Quant au géosystème, c'est l'écosystème anthropisé. Le terme d'écosystème, on l'a utilisé en géographie, puis on l'a abandonné parce qu'il nous gêne par la faible prise en compte des hommes dans leurs œuvres.
non pas seulement les hommes en tant qu'espèces vivantes, animal biologique, etc., mais les hommes en tant que société produisant des artefacts, des choses artificialisées, qui ne sont pas réductibles à des aspects purement naturels, etc. D'où ce terme. Comme on est moins nombreux et moins brillant peut-être dans les médias que les autres, autant écosystème domine largement, autant géosystème a du mal à percer en dehors du milieu des géographes. Et puis c'est un rappel que tout écosystème aujourd'hui à la surface de Terre, la plupart des écosystèmes sont largement anthropisés. Alors, au fond, géosystème, ça recouvre anthroposystème, qu'on a entendu tout à l'heure. Quelqu'un parlait à un autre moment d'agrosystème. C'est une des formes de géosystème. Alors, du coup, moi, géographe, la question qui m'est posée, je la transpose de la façon suivante. Je pars de l'espace, espace, territoire, milieu. Au fond, la question qui m'est posée, c'est quels espaces sont transformés par la mondialisation au point de mettre en péril la biodiversité locale. Voilà comment je peux transposer, avec toutes les nuances à mettre sur mettre en péril, c'est peut-être simplement une évolution, qui peut être purement naturelle par ailleurs, biodiversité, on a vu que c'était compliqué, biodiversité locale, il ne faut surtout pas l'isoler de tous ses liens avec ce qui l'entoure, etc., etc. Mais c'est la question qui peut être celle de départ. Je signale au prof d'histoire géo qui serait dans la salle que c'est la question qu'on me pose à travers les programmes en seconde d'une part et en cinquième de l'autre, et puis à travers des exemples de pays en terminale, cinquième encore, etc. Et à propos de la France en première. Alors, on retrouve là les questions classiques que l'on traite en géographie. Alors, les questions classiques de la première ligne, où c'est notre question de base. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi là, etc. Et puis ce qui nous intéresse, c'est comment c'est là. Quelle est sa forme, quelle forme ça prend, et pourquoi cette forme-là plutôt qu'une autre. Donc, où est-ce qu'il y a des lieux où la biodiversité est menacée, et dans ma problématique menacée à cause de la mondialisation, si on peut le définir. Et alors, ce qui suit après, c'est caractéristique de la nouvelle géographie, ce qu'on appelle la nouvelle géographie depuis les années 70-80, la géographie qui était quelque chose d'un peu à cheval entre les sciences sociales et les sciences naturelles depuis sa fondation à la fin du XIXe siècle, est devenue, à partir des années 80, se veut devenir une science sociale, essentiellement sociale, mais différente de la sociologie, de l'économie ou autre, parce qu'elle prend en compte, entre autres, des contraintes naturelles réelles, concrètes, en quelque sorte. Alors, les questions qui suivent correspondent à cette nouvelle géographie. On accorde une grande importance aux sociétés, aux acteurs sociaux. Lorsqu'il y a atteinte à la biodiversité dans un lieu à cause du processus de mondialisation, ça touche qui ? Ça touche des animaux, ça touche des lombrics, des je sais pas quoi, etc. Mais ce qui nous intéresse aussi, et il faut le dire bien sûr, mais ce qui nous intéresse aussi, quel groupe social est concerné ? L'économiste y revenait plusieurs fois. Quel groupe social ? Ils ne vont pas avoir la même façon de gérer et d'évaluer la biodiversité. Eh bien oui, c'est toujours, tout ce qui se passe sur la Terre est toujours, par certains, pour certains, au bénéfice de certains, et du coup au détriment de certains. Même quand on croit bien faire, et je terminerai mon propos sur les parcs naturels et les zones mises en réserve. On croit bien faire, on veut protéger la biodiversité, et on met des groupes sociaux en difficulté. C'est au bénéfice d'autres groupes sociaux, certes, etc., etc. Et puis, on est très sensible aujourd'hui, non plus seulement à la description des espaces, des territoires, des milieux, à la détermination des groupes sociaux et de la façon dont ils peuvent se situer par rapport aux problèmes posés, mais on s'intéresse beaucoup en géographie à la gestion des territoires. Comment un problème spatial étant posé, les sociétés font pour le résoudre. C'est-à-dire qu'au fond, on s'est un peu déplacé d'une étude des lieux à une étude des hommes agissant dans les lieux, à une étude des acteurs dans les lieux.
C'est ça la géographie actuelle. Et c'est un peu dans cette optique-là que je vais procéder maintenant. Je vérifie mes données. Puisqu'il s'agit de territoire, évidemment, il y a des héritages. Mais n'oubliez pas qu'il y a des héritages qui sont aussi naturels. La biodiversité que l'on constate à un instant T est évidemment l'héritage de toute une évolution de plusieurs millions ou milliards d'années. Ce qui nous intéresse aussi, alors ça, c'est pour appâter les historiens de la salle. Évidemment, dès qu'on met en évidence les évolutions, ils peuvent s'y retrouver. Et puis, quelle évolution est prévisible ? Très hypothétique, hein, à court terme, à moyen terme, parce que évolution, et le problème du développement durable, c'est durable jusqu'à quand ? Sur quelle période de temps ? Quand on dit revenir au point de départ, on veut restaurer un milieu. Restaurer à quelle époque ? Dans son état, à quelle époque ? Et était-ce le point de départ initial ? Bien évidemment non. Hein, et il y a toujours une ambiguïté sur revenir au point de départ, restaurer un milieu. Alors, une première approche, une première réflexion fait penser que s'il y a des espaces affectés par la mondialisation, eh bien c'est évidemment les lieux qui sont les supports des activités ou des transferts, des flux liés à cette mondialisation. Donc vous retrouvez sur ce planisphère un des premiers types d'espaces qui est concerné par la mondialisation et qui s'étend largement, ce sont toutes les forêts et les savanes et les steppes tropicales qui sont défrichées, qui ont été défrichées récemment ou depuis plusieurs siècles, qui sont défrichées actuellement au Brésil, en Amazonie, à Bornéo, etc. Un deuxième grand type, les gisements et les nouveaux espaces industriels dus à la délocalisation. Un troisième grand type, tous les faisceaux de routes terrestres et maritimes, les ports. Bien évidemment, par où transitent les flux liés à la mondialisation. La mondialisation est un des éléments de ce que nous appelons, nous, la littoralisation des activités. Les littoraux sont de plus en plus occupés, pas tous, mais une partie sont de plus en plus occupés, de plus en plus artificialisés, et il est évident que ce n'est pas sans conséquence sur la biodiversité, de plus en plus polluée d'ailleurs au passage. Et puis enfin, et j'aurais pu commencer par là, la mondialisation, elle se marque par une très grande extension spatiale des centres et nœuds urbains, qui en sont les pôles, soit mondiaux, soit les pôles de transferts nationaux et régionaux, qui sont en expansion spatiale pour tout un tas de raisons. J'aurais pu ajouter les lieux de haute pêche intensive, du type la pêche des baleines ou des thons, par exemple, au milieu de l'océan, mais c'était spatialement plus limité. Une première remarque, c'est qu'une partie de ces espaces correspond à ce qu'on appelle les points chauds définis par un certain Meyers en 2000. Les points chauds, ce sont des espaces où la biodiversité est maximale et donc des espaces qui sont un peu menacés, où la biodiversité est un peu menacée, qu'il faudra donc protéger en priorité. Et ça suit ce qu'a dit mon collègue au début de la matinée. Regardez, c'est souvent des lieux tropicaux et des îles tropicales. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on trouve des espèces endémiques. Des espèces relictes et qui risquent de disparaître à court terme puisque c'est dans des îles isolées du reste et elles ne seront pas remplacées d'une certaine manière. Donc c'est assez logique. Vous pourriez superposer pour la zone tropicale les deux cartes. Alors, quel est le rôle des géographes dans ce genre de travail ? Le rôle des géographes, c'est par exemple de participer au recensement des terres déforestées, en grande partie pour des cultures d'exportation mondialisées. Alors vous avez ici un document de synthèse, il n'est pas complet. Hein. Ils mettent en évidence ces marrons lorsqu'il y a une très forte dégradation. Vous voyez au Brésil que c'est à la limite de ce qui reste de la forêt dense amazonienne. Hein. En blanc, ils ne se sont pas intéressés aux savanes.
Or, une grande partie des terres défrichées actuellement pour les cultures de soja, maïs et autres, c'est les campos brésiliens que vous verrez après, c'est les savanes. Et puis, on n'a pas ici les forêts boréales, par exemple celle du Canada, qu'on est en train d'utiliser. On défriche des kilomètres carrés entiers avec d'énormes moyens pour la pâte à papier. Moins en Sibérie et en Russie, surtout au Canada, mais la carte s'arrêtait à cet endroit-là. Vous voyez qu'il y a une couleur vert d'eau un peu plus claire pour des endroits où la forêt regagne. Et vous savez que nous, en France, c'est tout à fait l'inverse, puisque la forêt n'a jamais été aussi étendue qu'actuellement, au travers de l'histoire, pour tout un tas de raisons qu'on pourrait expliquer, avec les chiffres que vous avez là. Alors, plus précisément, les géographes n'étudient pas, je l'ai dit avant, n'étudient pas l'évolution proprement dite du nombre d'espèces, de la variété génétique des espèces, etc. C'est pas de leur domaine, sauf quand ils ont une compétence acquise en fac des sciences parallèlement. En fait, ce qu'ils étudient, c'est plus globalement l'évolution des milieux. Et ici, ce qu'ils étudient avec d'autres, évidemment, c'est la constatation du défrichement de l'Amazonie. J'ai pris l'Amazonie parce que j'avais le document. C'est beaucoup plus important aujourd'hui à Bornéo. Beaucoup plus important en Afrique, tout aussi important en Afrique tropicale et équatoriale, par exemple en Côte d'Ivoire, tout le littoral à côté de la Côte d'Ivoire, où là c'est pas des plantations organisées d'avance comme sur ces images satellitales, mais c'est des petites plantations paysannes, des paysans qui s'installent illégalement généralement dans un endroit, qui défrichent et qui restent une fois qu'ils y sont. Et alors nous, ce qui nous intéresse, c'est où est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y trouve, quelle forme spatiale ça prend, une analyse de forme, quels impacts cela peut-il avoir, la déforestation, sur le milieu et donc sur la biodiversité, évidemment, et puis les questions que je vous ai données, qui fait ça, pour qui, au détriment de qui, depuis quand, parce que les défrichements de forêts denses, ça date du XVIe, XVIIe siècle, après tout, c'est pas seulement récent, quelles sont les phases, et quelles réactions a-t-on par rapport à ça? Le gouvernement brésilien, là, a-t-il pris des mesures particulières? Que sont devenus les Indiens qui habitaient dans les forêts? Que sont devenus ceux qui ont voulu prendre la défense des Indiens? Une partie ont été zigouillés. Comment Lula, depuis 8 ans, a-t-il essayé de gérer le problème, etc. Vous voyez la façon dont on va traiter ce problème de la biodiversité atteinte, manifestement, dans ce secteur. Alors, ce qui nous intéresse aussi, nous géographes, c'est la dynamique spatiale, c'est-à-dire l'évolution des espaces. Alors, cette carte, très savante, montre le nombre de têtes de bétail bovins en 1974 et en 2006. Quand c'est des cercles blancs, c'est en 1974, et puis le cercle est d'autant plus grand qu'il y a des têtes de bétail plus nombreuses, et quand c'est noir ou marron sombre, c'est en 2006. Et alors, ce qui est le plus intéressant, alors, pour élever des têtes de bétail dans ces milieux, il faut défricher. Si c'est des campos, ça va assez vite. Si c'est la forêt, il faut défricher la forêt. Et ce que vous constatez en même temps que moi, c'est que ce qui était littoral ou près du littoral sur les premiers plateaux de l'est du Brésil s'est transporté peu à peu à la limite de la forêt, et même avec des avancées, sur des routes probablement, dans la forêt. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces avancées, c'est des destructions de la forêt, donc des diminutions de la qualité de la biodiversité. Mais s'intéresser aussi à ce qui est à l'est, là où il y a eu de l'élevage et où il n'y en a plus. Qu'est-ce que c'est devenu? Très probablement, et au Brésil, on a l'exemple du café historiquement, très probablement, à la place des campos, c'est-à-dire des savanes antérieures, il doit y avoir des steppes, c'est-à-dire une herbe très basse, ou rien du tout, des sols stérilisés. Vous savez qu'au cours du XIXe siècle, les plantations de café se faisaient de telle façon qu'elles stérilisaient le sol pour une génération, et que quand le sol ne donnait plus rien, on abandonnait et on allait plus loin. Inutile de vous dire qu'on atteint le degré epsilon de la biodiversité, quand le sol n'a pratiquement plus de microfaune, vous voyez, pour permettre à des plantes adventices ou autres de repousser.
ou pionnières même. Et il faut 10, 20 ou 30 ans pour que les plantes pionnières reprennent leur place. Eh bien, nous, c'est cet aspect, vous voyez, de dynamique spatiale qui nous intéresse. Et on laisse l'étude des plantes et de la microfaune, évidemment, à nos collègues biologiques. Et puis, alors, bien évidemment, la question, une fausse question, quelle durabilité, quand on sait qu'en une génération, ça sera stérilisé. Alors voilà ce qu'on trouve non plus dans la forêt, mais sur les campos. Et là, vous rejoignez pour les historiens géographes les programmes de 5e et de terminale. En fait, c'est surtout la culture spéculative du soja, du maïs, entre le littoral d'un côté et puis la forêt. Alors, ces cultures de maïs et soja, c'est avec des OGM, des engrais chimiques, peu de repos des terres, des grands espaces plats exposés au vent et sans la reconstitution d'un faux bocage comme on a vu ce matin, des grosses machines qui tassent les sols. Et la question qui se pose, c'est, on pourrait le concevoir s'il s'agissait de donner des ressources aux populations locales, même si, après, on peut se poser la question de l'équité par rapport aux générations futures. Le problème là, c'est que, évidemment, c'est au bénéfice de grandes sociétés exportatrices. Quant aux cultivateurs locaux, ils ont été expulsés. Donc en plus, c'est même pas dans l'intérêt, quand on parle d'évaluation, valeur pour qui? C'est même pas dans l'intérêt des populations locales. J'ai appris très récemment qu'au Brésil, il y a 2 ministères de l'agriculture. Il y a un ministère de l'agriculture familiale qui permet de nourrir le Brésil, et il y a un ministère de l'agriculture d'exportation. Et ils ne sont pas d'accord entre eux, bien évidemment. Alors vous m'avez suivi dans ce premier grand type de rapport entre la mondialisation et la biodiversité dans des espaces très étendus. Alors après, deuxième grand thème, eh bien tout ce qui concerne les nouveaux gisements exploités dans les forêts, les savanes, au bénéfice des pays du Nord, bien sûr, et puis tout ce qui concerne la délocalisation. Alors ici, vous êtes en forêt dense et en Amazonie, encore une fois, et on a créé, c'est un gisement de pétrole. Bon, il est bien évident que rien qu'à voir la couleur du liquide qui est au pied de la diapo, on voit très bien que la biodiversité locale, voire même l'équilibre du sol, la survie du sol, en ont pris un coup. Encore une fois, nous, on étudie l'impact de la localisation de ces exploitations, pourquoi là plutôt qu'ailleurs, l'impact de ces exploitations sur la biodiversité, sur les milieux, sur les territoires et sur les sociétés locales. Et on a un élément là grâce à l'histoire, c'est que ces exploitations-là ne sont pas durables. On se pose la question de la durabilité, parce qu'on a tous l'exemple en tête de ces anciennes villes minières de l'Ouest américain, qui sont des villes fantômes. Tant que ça a donné, la ville a fonctionné, et à partir du moment où il ne fonctionnait plus dans un système élargi à l'ensemble du pays ou du monde, eh bien, elles perdaient leur fonction, leur utilité, et elles disparaissaient. Elles disparaissaient en laissant une biodiversité complètement dégradée. Troisième grand thème, tout ce qui concerne les flux de transport sur les grands couloirs et nœuds de communication. Alors les mêmes questions, bien sûr, et vous pensez tous évidemment aux marées noires. Mais ne pas oublier, la carte est faite pour ça. Vous voyez qu'il y a une espèce de grisée le long des tiretés à travers les océans. Ne pas oublier tous les phénomènes de passage des bateaux à travers l'océan, le phénomène des dégazages qu'on peut pratiquer n'importe où, le phénomène de la pollution réduite par rapport à la surface des océans et à leur volume d'eau, certes, mais la pollution des bateaux et de ce qu'ils jettent dans la mer au passage. Et ne pas oublier le problème aussi de transvasion des espèces. Une espèce d'un lieu qui se fixe sur la coque du bateau et qui se trouve reporté dans un autre lieu et qui peut y proliférer gravement, ou simplement à l'intérieur du bateau, et on verra tout à l'heure une diapo qui va dans ce sens-là. Donc pas seulement, ne pensez pas seulement aux marées noires, mais qui sont la conséquence directe de la mondialisation, elles, et que vous connaissez, et où là on étudie, lorsqu'on travaille dessus, où, pourquoi là, pourquoi le mazout est arrivé là, alors qu'il aurait pu arriver ailleurs. Une histoire de courant marin, de vent, etc., avec d'autres spécialistes. Mais il ne faudrait pas oublier les faisceaux de voies de communication à l'intérieur des pays. Et j'ai pris exprès cette diapo.
Vous voyez bien que pour bâtir cette voie ferrée, il a fallu faire une tranchée, mais très large, de part et d'autre, stabiliser, assécher, drainer, etc., avec des morts d'ailleurs, d'hommes au passage. Et que ce faisant, on a complètement atteint la biodiversité sur toute cette bande-là. Ajoutez-y tout ce que jettent les gens éventuellement lorsqu'ils voyagent sur cet axe, les risques d'incendie provoqués par des étincelles, locomotives autrefois, locomotives électriques ou diesel aujourd'hui, et vous avez là une atteinte à la biodiversité qui est bien plus large qu'on ne le pensait au départ. Et puis, c'est par ces flux de transport que sont passées des invasions d'espèces. Et là, je voulais rejoindre les historiens en leur rappelant que la grande peste du XIVe siècle, on pense établir de façon à peu près certaine qu'elle vient d'Asie occidentale ou centrale et qu'elle est venue par la mer Noire et à travers les ports et les bateaux et qu'elle s'est peu à peu répandue à travers l'Europe. Vous savez que cette peste, la grande peste, a détruit entre un tiers et la moitié de la population européenne au cours du XIVe siècle. Et que ça a été une catastrophe majeure. Et que c'était une histoire de puces et de rats. Vous savez que, pour toujours conforter mon propos, en 1720, la dernière des grandes pestes en France, un bateau arrivait à Marseille et il y avait la peste à l'intérieur. Il aurait dû être en quarantaine au large. Mais les marchands marseillais voulaient récupérer les toiles qui étaient dedans et les vendre. Ils ont tordu la quarantaine. Résultat, plus de 20 000 morts à Marseille à partir du bateau, d'un bateau. La peste s'est répandue et a remonté une des dernières pestes. Quatrième grand type de lieu marqué par la mondialisation et du coup par un impact sur la biodiversité, c'est les littoraux. Alors, la mondialisation conduit, évidemment au niveau mondial, à utiliser préférentiellement les littoraux. Les points d'appui, ça peut être les aéroports, mais c'est plus limité spatialement. Sinon, c'est des littoraux. Les littoraux les mieux desservis. Pas tous, bien sûr, etc. Alors, un des rôles les plus récents, c'est de recevoir les déchets du Nord. Alors là, vous avez le démontage des bateaux, vous savez, au Bangladesh, etc., avec tous les produits dangereux qui sont dans ce bateau, l'amiante et autres, qui vont être déchargés à la main dans ces lieux et pollués définitivement. Mais rappelez-vous le bateau chargé de déchets européens qu'on est allé flanquer au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, je ne sais plus, qui a coulé, qui a créé d'énormes problèmes et qui a pollué et tué une partie des gens tout autour. Ben oui, c'est plus pratique d'envoyer nos déchets chez les autres. C'est un des effets de la mondialisation, bien évidemment. Pensez aussi, dans cette mondialisation, au tourisme international. On n'a rien à dire, on est bien content d'aller en avion, passer ses vacances dans de l'eau chaude à tel ou tel endroit nous-mêmes. Vous êtes ici aux Maldives, un espace de tourisme littoral internationalisé. Regardez ce qui reste de l'atoll qui est à droite sur la photo. Que reste-t-il de la biodiversité originelle ? Même si elle avait évolué, si elle n'était pas originelle, d'accord, etc. Mais que reste-t-il ? Il reste un tarmac. Et puis des bouts d'herbe qui sont... Et puis regardez ce que sont devenues les îles à côté, entre 1977 et 1999. Ça ne vous étonnera pas. Ça peut être aussi pour simplement un but noble qui est de produire plus pour les gens. Ici, un estuaire marécageux qui a été artificialisé pour l'élevage de crevettes de 1987 à 1999. Alors, crevettes, oui, ça peut aider des gens du coin à vivre. Il faudrait savoir qui possède les élevages de crevettes sur la photo de droite. Mais en tout cas, de toute façon, les crevettes, c'est pas pour eux. Les crevettes, c'est à destination des marchés du Nord, avec tous les problèmes évidemment posés. Que devient la biodiversité du Marais ? Cinquième et dernier grand type d'espace, les villes. Un de mes collègues a parlé tout à l'heure des problèmes posés par les espaces urbanisés, le premier. La mondialisation, c'est un des moteurs de l'expansion urbaine.
dans les centres, les pôles et un peu partout. Alors, pourquoi ? Pour gérer tous ces échanges entre les pays, il faut des gens, des emplois, ça crée des emplois. Donc des emplois qui se placent dans les lieux les mieux desservis, ce qu'on appelle les pôles, hein, qui peuvent être à l'intérieur, comme Mexico City, mais qui souvent sont à la fois des pôles et sur le littoral, comme New York ou autre. Il faut des emplois. Alors, on fait des appels, et bien évidemment, dans les pays du tiers-monde, c'est un des moyens pour des gens qui sont dans des villages sans aucun avenir sur le plan agricole, d'espérer trouver un emploi en venant dans un de ces pôles. C'est un des éléments de la croissance urbaine qui alimente l'exode rural ou le mirage urbain, si vous voulez. Ils n'ont pas toujours un emploi, ils se retrouvent dans des bidonvilles. Mais à terme, 1 ou 2 générations, ils auront peut-être un emploi. Et puis n'oubliez pas qu'on a tendance à être dans une société qui professionnalise de plus en plus des services qui autrefois étaient rendus par les familles ou les communautés. Ça donne ce qu'on appelle la tertiarisation. Aujourd'hui, par exemple, pour s'occuper chez nous des grands-mères, c'est plus la famille, mais il va y avoir un service d'aide à la distribution des repas. Ça fait un emploi, ça fait etc. Et du coup, c'est un appel à des gens pour venir remplir ces emplois. C'est une des raisons de la croissance de ces villes. Alors bien évidemment, la croissance de ces villes, c'est le thème sur lequel je travaille dans les lieux méditerranéens, eh bien ça se traduit par l'artificialisation des forêts, par l'artificialisation des prairies, des savanes, ou des marais. À Mexico, que vous avez ici, c'était un marais à l'origine, une ville flottante sur un marais. Ce marais a été complètement asséché pratiquement. Voyez l'image tout en haut à gauche, voilà le Mexico en 1824. Au XVIe siècle, quand ça a commencé, c'était encore plus petit, sur un marais, et puis ça s'est étendu jusqu'à recouvrir non pas seulement la dépression, que vous voyez en bas à droite, mais les premières pentes. Eh bien, ce que je racontais de Messine, vous le trouvez là, bien évidemment. On s'installe sur des pentes, des pluies tropicales arrivent, et hop, ça glisse. Et c'est presque automatique. Là où il n'y avait pas de risque, on a créé des risques. Ce n'est pas des risques naturels, en un sens. Il y a des phénomènes naturels qui jouent. Il n'y avait pas de risque tant qu'il n'y avait personne. Il n'y a de risque que parce qu'on a été là. Alors, ça peut être très récent. Je pense à Kinshasa, par exemple, mais ça peut être très ancien. Ici, Mexico, ce processus, il a 4 siècles. Enfin, et je conclurai là-dessus, mais les géographes, ils ne font pas que de décrire les atteintes à la biodiversité. Ils s'intéressent aussi aux actions menées pour protéger la biodiversité. Car il y a aussi une mondialisation de la protection de la biodiversité. Ça fait partie de mon sujet. Et on se pose les mêmes questions, où, qui, comment, pourquoi, etc. Alors par exemple à gauche, vous avez une carte des lieux d'intervention de 3 ONG au Brésil. Vous avez WWF, Conservation Internationale, etc. Ce sont des associations, c'est le titre, hein, que l'on appelle conservationnistes, des associations internationales qui jouent donc de la mondialisation et pour qui la philosophie, c'est de conserver la nature telle qu'elle est par une protection pure et dure, avec une discussion qu'il faudrait avoir avec les biologistes sur le fait qu'en mettant en défense totale un milieu, on ne le conduit pas à sa mort ou à une évolution qui, en fait, n'est pas naturelle. Vous voyez ? Vouloir maintenir à tout prix tel que c'était. C'est un débat. Puis vous avez à droite un article de la revue L'Espace géographique qui montre une réflexion d'un gouvernement, poussé par les ONG, hein, bien sûr, et l'opinion mondiale, sur la constitution de corridors écologiques. Le premier intervenant y a fait allusion ce matin. Corridors écologiques entre des lieux de forte protection qui sont en vert foncé de la biodiversité. Le problème, c'est que les espèces, elles n'ont aucune raison de respecter les frontières de ces zones et il est nécessaire pour leur propre cycle de vie qu'elles se déplacent. Donc trouver des systèmes où on protégerait un peu moins, mais toujours encore, des espaces qui permettent le passage entre des zones de forte protection, hein, ce qu'on appelle les corridors écologiques. Ça peut même aller
a de drôles de situations. Pendant que je préparais ça, je suis tombé sur un numéro de Géo, et un article. On protège la biodiversité, on met en défense, et quid des sociétés locales? Alors ça se pose déjà en Amazonie, comme vous savez, ou à Bornéo ou ailleurs, mais là voilà qu'un Américain riche a acheté une partie de la Patagonie au nom de la protection écologique. Alors vous voyez les zones en vert foncé sur la carte. Étant donné la façon dont le Chili est constitué, ça coupe le sud du pays du nord. Tout ça se situe dans le sud du pays où il n'y a pas grand monde, à vrai dire. Mais il y en a quand même. Et une fois qu'il a acheté ça, il a interdit à quiconque d'y entrer au nom d'une protection très forte de la biodiversité. C'est un système capitaliste, là. Il a acheté et mis en défense. Il a mis des gardes, etc. Alors il y a une communauté UNE qui s'est défendue, ce qui fait qu'il y a une enclave au milieu de son territoire, vous voyez. Et alors ça pose des questions politiques, économiques, éthiques. Un particulier a-t-il le droit, au nom de sa façon de concevoir les choses, de mettre en défense une partie d'un territoire pour un bien de l'humanité hypothétique? Respect de la biodiversité. Vous voyez, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Surtout que son credo, c'est de faire une réserve de vie pour la planète et non pas un réservoir de ressources naturelles pour le Chili, ce qu'on aurait pu concevoir. On met en défense une partie du territoire pour faire un réservoir de ressources naturelles pour le futur, pour le Chili. Non, c'est pour la planète. Alors ça pose un problème. Le même problème se pose en Amazonie, et je reviens en arrière. On a mis des zones en défense, là où c'est quelques zones vert foncé. On a du coup expulsé les tribus indiennes qui étaient là, parce qu'on veut absolument maintenir la nature telle qu'elle était. Ces tribus se sont établies sur les bordures. Du coup, leur densité de population a été un peu plus forte, elles ont dégradé les bordures de cet espace. Et on les accuse maintenant de ne pas savoir cultiver, d'être vraiment des primitifs, et de dégrader les milieux où ils sont. Alors qu'en fait, le point de départ n'a pas été du tout ça. Ils vivaient en équilibre relatif avec les écosystèmes, et c'est une décision humaine qui a conduit à cette situation-là. Vous voyez les problèmes posés. Et ça nous amène à cette question. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir pour protéger la biodiversité dans un autre pays au nom de l'équilibre écologique général? Ça s'appelle ça le droit d'ingérence écologique. Et M. Rossi a fait un bouquin au CNRS très intéressant sur cette question. Est-ce que j'ai le droit, moi, Français, de dire à un Chilien, il faut que vous mettiez tel lieu en défense, parce que cette forêt-là, c'est le poumon de la planète, et c'est mon poumon à moi aussi, pas seulement à vous. Vous voyez le problème posé ? On a le même problème à propos de l'ingérence pour la paix. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir dans un autre pays pour défendre la paix en fonction de ce qu'on considère, nous, la bonne solution? Le problème n'est pas simple. Et alors, moi je pose surtout une question. Est-ce que ça sera durable si les populations du coin ne sont pas d'accord? Parce que qu'est-ce qui va se passer au Chili quand ce monsieur sera mort, probablement? C'est que les populations locales, ce qu'elles font déjà, elles vont revenir. Et elles vont réagir. Ça va donner des violences qu'on peut régler par la force, c'est vrai. C'est un développement durable, ça? Vous voyez le problème posé. Parce que, et c'est ma conclusion, il faudrait peut-être rappeler qu'il n'y a de développement durable. C'est le développement durable pour les hommes. Quand on dit développement durable, c'est pour les sociétés humaines, c'est pas pour les éléphants seulement. Il n'y a de développement durable que si un équilibre minimal est trouvé entre un développement économique minimal, j'ai miré le mot discutable, pas tel que les Américains fonctionnent actuellement, on est tous d'accord, on ne peut pas continuer comme ça, mais un développement économique au moins pour les pays qui n'ont rien. Le respect de la biodiversité et des milieux naturels, parce qu'on en a besoin pour survivre, pour vivre et pour survivre, et bien sûr qu'il faut le protéger. Et puis d'autre part, la justice à l'égard des populations, le respect de leurs moyens de subsistance, de leur culture, etc. Tout ceci bien inscrit dans l'espace et dans le temps. Voilà comment un géographe se pose le problème qui lui a été soumis.
On peut se donner une dizaine de minutes pour les questions. Je scrute. On a fait